Je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Pendant 3 longues années d'agonie et d'anéantissement moral, j'ai financé en secret toute ma famille pour les sauver de ce que je croyais être une faillite totale. Pour qu'ensuite mon propre père me regarde droit dans les yeux lors du dîner de Noël et me dise que j'étais complètement mort pour lui, alors même que je vidais mes propres comptes bancaires, piochant littéralement dans mon plan d'épargne retraite 401K. Vendant les petites parcelles immobilières que j'avais réussi à acquérir et m'épuisant au travail pour leur garder un toit sur la tête. Mes parents m'ont regardé avec un dégoût absolu et sans filtre. Mon père s'est levé, le visage rouge de rage, a frappé de son lourd poing sur la table de la salle à manger et m'a craché ces mots exacts devant tout le monde, « Tu es mort pour moi ». Ma mère est restée assise, cramponnée à son verre de vin coûteux, et m'a dit d'arrêter de faire honte à mon frère aîné devant toute la famille. Ils se sont moqués de ma carrière, ont ridiculisé mon salaire et m'ont traité comme de la saleté sous leurs chaussures tout en profitant du festin que ma sœur avait payé. Mais il y a un détail énorme qu'ils ignoraient, ils pensaient que mon frère aîné Preston était un génie de l'immobilier qui sauvait à lui seul l'héritage familial de la ruine. Sans avoir la moindre idée que c'était moi l'investisseur secret et anonyme qui tirait les ficelles de tout son faux empire, et que je possédais une documentation juridique en béton armé sur chaque centime qu'il m'avait extorqué. Et en ce moment même, alors que vous écoutez ceci, ils font face à un procès massif, me supplient de faire preuve de merci et regardent leur précieux statut social s'effondrer en cendres en temps réel. Avant que je vous raconte exactement comment j'ai détruit leur faux monde brique par brique, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez fermement à la justice et au karma, et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Revenons maintenant au moment exact où ce cauchemar a éclaté et a tout réduit en cendres. La voix de mon père a traversé la douce et joyeuse musique de fête qui jouait en arrière-plan comme un morceau de verre brisé déchirant de la soie. Les lumières du grand sapin de Noël de près de 4 mètres semblaient vaciller et s'assombrir, et les lourdes boules en argent tremblaient sur les branches de pin. Ma mère s'est figée, une cuillère à servir en argent suspendue dans les airs, la purée de pommes de terre chaude s'égouttant lentement sur sa nappe en lin importé impeccablement propre. Preston, mon frère aîné et enfant chéri, a simplement tendu le bras à travers la table pour attraper la saucière comme si de rien n'était, arborant ce sourire suffisant et satisfait que j'avais vu 1 million de fois auparavant. Un sourire qui signifiait toujours que j'étais le perdant et qu'il était le roi incontesté du château. Et moi, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté mon assiette contre le mur ni exigé le respect, j'ai juste levé mon verre de vin rouge bon marché, j'ai bu une longue gorgée délibérée et je l'ai reposé sur la table, le cristal émettant un tintement net contre le lourd acajou. J'ai regardé l'homme qui venait d'effacer mon existence, l'homme qui avait mesuré ma valeur en dollars et m'avait trouvé en faillite, et j'ai dit exactement 2 phrases, d'accord. Très bien. Ne m'appelez plus jamais. La pièce est tombée dans un silence lourd et suffocant. Même la vieille horloge comtoise dans le couloir semblait retenir son souffle. L'odeur lourde de la dinde rôtie, du romarin et des bougies coûteuses au pain flottait dans l'air, mais en dessous de tout cela se cachait quelque chose de profondément aigre qui sentait la culpabilité et la peur brute et inévitable. J'ai reculé ma lourde chaise en chêne, et le bruit du bois grattant contre le parquet ciré a résonné plus fort que n'importe quel cri ou hurlement. Je n'ai pas claqué la porte d'entrée en partant, je n'avais pas besoin de faire une scène, je suis simplement sorti de la maison que mon propre argent durement gagné payait, étape par étape, laissant derrière moi leur visage stupéfié jusqu'à ce que l'air glacial de décembre frappe mon visage. J'ai continué à marcher le long de la longue allée parfaitement déneigée dans la neige profonde, prétendant que la morsure vive dans ma poitrine était due au vent d'hiver piquant et non à un cœur complètement brisé. Le ciel nocturne était d'un gris lourd et suffocant, le genre de ciel d'hiver qui cache complètement les étoiles mais fait briller les illuminations de Noël du quartier d'un éclat cruel et moqueur, rougeoyante et verdoyante contre le reflet de la vitre de ma voiture. En m'en approchant, j'ai aperçu mon propre visage dans le verre gelé, j'avais l'air parfaitement calme, mon expression était neutre, mais mes mains tremblaient violemment tandis que je cherchais mes clés dans la poche de mon manteau. À l'intérieur de cette belle maison pittoresque, derrière ses lourds rideaux de velours et ses couronnes lumineuses, j'avais cessé d'être leur fils pour ne devenir rien de plus qu'un distributeur automatique qui venait d'imprimer son tout dernier reçu. La rue était d'un silence de mort, à l'exception du craquement fort de la neige sous mes lourdes bottes. La voix de mon père tournant en boucle dans ma tête comme une torture sans fin, mort pour moi. Ce n'était pas la première fois que Winston me disait quelque chose de cruel et il avait passé toute ma vie à me lancer des piques subtiles et des insultes ouvertes, mais c'était la toute première fois que je réalisais qu'il pensait chaque syllabe du plus profond de son âme. Je me suis glissé sur le siège conducteur, j'ai démarré le moteur et j'ai poussé le chauffage au maximum, regardant le givre épais fondre lentement sur le pare-brise. Dans le rétroviseur, la maison de mes parents avait l'air incroyablement paisible, aisée,
stable et profondément aimante, on n'aurait jamais pu deviner, en regardant cette pelouse perfectly entretenue, ses décorations de fête de bon goût et ses fenêtres lumineuses, que la famille à l'intérieur était complètement pourrie jusqu'à la moelle, ni connaître les mensonges qui faisaient tenir les briques ensemble. J'ai passé la vitesse et je suis parti, roulant sans but pendant des heures à travers les rues résidentielles silencieuses tandis que le chauffage gémissait en soufflant un air chaud et sec directement sur mon visage et que la radio murmurait un chant de Noël classique sur la paix sur terre et la bonne volonté envers les hommes, me faisant rire tout haut dans la voiture vide tant la paix était un concept totalement étranger dans ma famille. Mon père Winston prêchait toujours la loyauté envers le nom de famille, portant des toasts à chaque Thanksgiving et à chaque Noël sur l'importance de rester unis, mais sa version de la loyauté était à sens unique, elle signifiait une obéissance totale. Un silence absolu et le fait de subir des décennies de dîners où Preston était traité comme un membre de la royauté, comme un héros conquérant, tandis que j'étais traité comme un bruit de fond irritant qu'il n'arrivait pas à éteindre. Je me suis finalement garé sur le parking sombre de mon modeste complexe d'appartements de 2 chambres. Le vent hurlait contre le bâtiment en briques alors que je restais assis dans la voiture obscure, regardant l'écran de mon téléphone s'allumer sans cesse sur le siège passager, appel manqué de maman, appel manqué de Preston, plusieurs numéros inconnus qui rappelaient coup sur coup, sans que j'en décroche un seul. Je connaissais déjà le scénario par cœur, ma mère pleurerait, jouerait les victimes et me dirait que je devais ravaler ma fierté et m'excuser d'avoir contrarié mon père un jour de fête. Tandis que Preston m'enverrait un texto condescendant me disant que je me montrais trop dramatique et que je gâchais sa soirée coûteuse. J'ai retourné le téléphone face contre table, attrapé mon manteau et suis monté à mon appartement. L'air à l'intérieur semblait vicié, je suis allé directement à la cuisine, je me suis versé un grand verre d'eau du robinet et j'ai fixé les lumières lointaines de la ville par la fenêtre. Pendant 3 longues années, j'avais acheté leur tranquillité, payé pour leur confort, leur dignité et leur fierté, mais ce soir-là, en regardant la neige tomber, j'ai enfin compris une dure vérité, on ne peut pas acheter la paix auprès de gens qui regardent votre cœur et n'y voient qu'un portefeuille, ni gagner l'amour de personnes qui considèrent votre compassion comme une faiblesse à exploiter. Le lendemain matin, le soleil a percé les lourds nuages, se reflétant de manière aveuglante sur la neige fraîchement tombée qui recouvrait la ville, donnant au monde un air propre et neuf. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon café du matin, ressentant un étrange sentiment de liberté creux, lorsqu'un martèlement violent et rapide a fait trembler ma porte d'entrée. Ce n'était pas un cognement poli, c'était le bruit de l'autorité. J'ai posé ma tasse sur le comptoir et j'ai ouvert la porte pour trouver 2 policiers en uniforme debout sur mon paillasson, les mains posées près de leur ceinture d'équipement, et derrière eux, un homme en costume civil, l'inspecteur est, tenant un presse-papier et me fixant avec des yeux froids et calculateurs. Il n'était pas là pour me souhaiter un joyeux Noël ou me demander si j'avais vu un colis volé, mon père avait appelé la police à 6 heures du matin pour leur dire que ses comptes bancaires avaient été piratés de manière malveillante. Que son système de sécurité domestique était compromis et pour me désigner explicitement comme le seul suspect, m'accusant officiellement d'abus de faiblesse sur personne âgée et prétendant que j'essayais de voler ses fonds de retraite pour financer mon propre mode de vie. C'est à ce moment précis que le tout dernier vestige de mon empathie est mort et que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement affaire à une famille dysfonctionnelle, mais que j'étais en guerre. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés au point où un père tente d'envoyer son propre fils dans une prison fédérale un matin de Noël, il faut comprendre le cauchemar dans lequel j'ai grandi, vivant en permanence dans l'ombre d'un géant. Winston dirigeait une entreprise de construction et de développement immobilier très florissante dans notre ville, construisant d'immenses immeubles de bureaux, des centres commerciaux s'étendant à perte de vue et des appartements de grand luxe. Il se promenait en ville avec l'assurance d'un homme fermement convaincu de posséder le sol même sur lequel il marchait, les gens lui serrant la main dans les clubs de golf exclusifs en l'appelant un visionnaire. Il aimait les projecteurs, le pouvoir, et par-dessus tout sur cette terre, il aimait Preston. Preston était la réplique exacte de notre père, bruyant, profondément arrogant et totalement obsédé par l'apparence et le statut social. Dès notre enfance, la ligne de séparation entre nous avait été tracée au feutre noir permanent. Lorsque Preston a eu 16 ans, il s'est réveillé en découvrant une voiture de sport rouge cerise toute neuve avec un énorme nœud en velours garé fièrement dans l'allée, qu'il a exhibé autour du lycée comme une célébrité, tandis que lorsque j'ai eu 16 ans, mon père m'a tendu un horaire de bus plastifié en me disant que former le caractère forgeait les hommes, me faisant prendre le bus municipal pendant 3 ans pendant que mon frère accumulait des amendes pour excès de vitesse que mon père payait joyeusement en riant. Quand est venu le moment de l'université, Winston a vidé un fonds d'études substantiel pour envoyer Preston dans une école de commerce d'élite de la Ivy League, payant volontiers ses cotisations de fraternité exorbitantes, ses voyages de spring break extravagants à Cabo et Miami.
Et son appartement de luxe hors campus avec piscine sur le toit, mais quand j'ai été accepté dans une université d'état solide et respectable, Winston m'a convoqué dans son bureau, s'est assis derrière son imposant bureau en chêne, a regardé un tableau informatique et m'a dit que les affaires étaient difficiles en ce moment et que je devais m'en sortir tout seul. J'ai donc enchaîné les équipes de nuit éreintantes dans un entrepôt de logistique local, à charger des cartons jusqu'à ce que mon dos hurle de douleur, et j'ai souscrit de lourds prêts étudiants suffocants juste pour payer mes frais de scolarité et mes livres. Sans jamais me plaindre ni crier à l'injustice, l'acceptant comme l'ordre naturel de l'univers, Preston était l'héritier du trône, le garçon d'or destiné à porter le nom de famille vers l'avenir, et j'étais les pièces de rechange. Le personnage secondaire dont le seul travail était de ne pas se mettre en travers du chemin. La véritable fracture irréparable s'est produite lorsque j'ai annoncé fièrement mon choix de carrière. Je ne voulais pas rejoindre l'entreprise familiale, n'ayant absolument aucun intérêt pour l'immobilier, les lois d'urbanisme ou l'extorsion de loyers aux locataires. Souhaitant travailler dans l'éducation spécialisée et la réhabilitation cognitive pour aider les enfants souffrant de graves troubles du développement à apprendre à naviguer dans un monde qui n'était pas conçu pour eux. Je me souviens vivement de cette conversation sur la terrasse arrière lors d'un barbecue d'été, où Winston fumait un cigare importé, un verre de bourbon haut de gamme à la main, et lorsque je lui ai dit que j'avais obtenu un poste de directeur dans un centre d'apprentissage local très respecté. Il m'a fixé comme si je venais de lui annoncer que je rejoignais un cirque itinérant, lâchant un nuage de fumée épaisse et fétide dans l'air chaud avant d'éclater d'un rire cruel et aboyeur. Me demandant pourquoi je gâchais mon cerveau et ma vie à m'occuper d'enfants brisés qui ne contribueraient jamais rien de significatif à la société. Qualifiant cela de garderie glorieuse pour défectueux et me disant que je gâchais mon potentiel pour devenir un ramasseur d'ordures pour tragédies humaines. Je me suis levé, j'ai laissé mon assiette sur la table et je suis parti ce jour-là. Il n'est jamais venu à ma remise de diplôme, n'a jamais visité mon centre une seule fois, et lorsque des parents fortunés lui demandaient ce que je faisais dans la vie lors des dîners de Thanksgiving, il leur disait que je faisais du bénévolat, en accentuant le mot bénévolat comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse et contagieuse. La vie a suivi son cours, les années ont passé, Winston a fini par prendre sa retraite et a fièrement remis les clés de son empire à Preston lors d'un grand gala organisé dans un hôtel du centre-ville pour célébrer la transition. Où Preston s'est tenu sur scène pour prononcer un long discours arrogant sur l'expansion de l'héritage et la mondialisation de l'entreprise pendant que je me tenais à une petite table tout au fond près des portes de la cuisine en applaudissant poliment pour faire mon devoir de frère cadet soutenant la famille. Mais un héritage bâti sur l'arrogance et l'orgueil creux est incroyablement fragile. Preston n'était pas un visionnaire, c'était un joueur imprudent portant un costume sur mesure qui prenait des risques désastreux et non calculés. S'aliénait des entrepreneurs profondément loyaux en refusant de les payer à temps, et surendettait lourdement des propriétés déjà noyées sous les dettes pour financer son mode de vie extravagant. Il y a 3 ans, par un mardi après-midi sombre et pluvieux, l'illusion s'est totalement effondrée lorsque ma mère, Béatrice, s'est présentée à mon appartement sans prévenir, se tenant dans ma petite cuisine démodée. Les mains tremblant violemment en tenant une tasse de tisane à la camomille que je lui avais préparée, paraissant 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vue à Pâques, le maquillage bavé. Effondrée dans des sanglots lourds et déchirants alors qu'elle me confessait tout, l'entreprise perdait de l'argent à un rythme alarmant. Preston avait fait une série d'investissements catastrophiques dans l'immobilier commercial qui avait pété en vol et ils étaient sur le point de faire défaut sur d'immenses prêts de plusieurs millions de dollars. Les comptes personnels de Winston étant fortement liés à l'entreprise en tant que garantie, risquant la saisie immédiate de leur demeure coloniale chic alors que la banque tournoyait comme des requins. Mais voici le détail le plus écœurant, Winston ne savait pas à quel point la situation était grave, Béatrice et Preston lui cachant activement les avis d'expulsion. Interceptant le courrier et supprimant les avertissements bancaires pour protéger le cœur fragile de Winston et son énorme ego surdimensionné. Béatrice m'a regardé droit dans les yeux et m'a supplié de leur accorder un prêt, prétendant qu'il s'agissait simplement d'un problème temporaire de trésorerie et qu'elle avait désespérément besoin de 10 000 $ par mois pour couvrir l'hypothèque. Les taxes foncières exorbitantes et les prescriptions médicales très coûteuses et non remboursées de Winston. Je suis resté assis sur mon tabouret de bar bon marché à la fixer dans un abasourdissement total. Je gagnais un salaire modeste mais respectable en tant que directeur de centre et j'avais quelques économies grâce à une vie frugale. Mais 10 000 $ par mois représentaient une fortune absolue et paralysante, pourtant, elle pleurait hystériquement, m'attrapait les mains. Me disait que c'était mon devoir fondamental de fils de protéger la famille de la ruine totale et me faisait jurer sur ma propre vie de ne jamais le dire à Winston, car la honte de prendre l'argent du fils qu'il méprisait ouvertement le tuerait sur le champ. Comme un parfait idiot au cerveau lavé, j'ai accepté, la culpabilité et le désir profondément ancré d'être enfin le héros de ma famille l'ont emporté sur ma logique,
et j'ai mis en place un virement automatique sécurisé avec ma banque. 10 000 $ quittant mon compte le premier de chaque mois pour disparaître sur le compte privé de ma mère afin de maintenir leur fausse réalité luxueuse en vie, pensant faire une action noble et être l'homme le plus grand en sauvant ceux qui m'avaient méprisé toute ma vie. Exactement 2 mois plus tard, je suis allé chez mes parents pour un dîner dominical obligatoire et Preston s'est garé dans la large allée juste derrière moi, le moteur rugissant d'un grondement profond et agressif qui faisait trembler le bitume. C'était une Porsche 911 noire G totalement neuve. Je suis resté pétrifié dans l'allée pendant que Preston sortait en portant des lunettes de soleil de marque et une montre qui coûtait plus cher que tout mon salaire annuel, Winston se précipitant hors de la porte d'entrée en frappant dans ses mains de pure joie. S'approchant pour frapper fort le dos de Preston en admirant les sièges en cuir impeccable et les jantes brillantes, puis me regardant près de ma berline de 10 ans avec un sourire moqueur en me désignant la Porsche du doigt pour me dire que voilà à quoi ressemblait le succès et que si j'avais choisi l'immobilier au lieu de changer des couches pour vivre, je pourrais conduire une voiture comme ça moi aussi. J'ai regardé ma mère qui se tenait sur le porche en tenant un chiffon de cuisine et qui refusait de croiser mon regard, fixant simplement ses chaussures coûteuses. J'aurais dû arrêter les paiements sur le champ, entrer dans la maison, me connecter à mon ordinateur et tout couper, mais le conditionnement psychologique était profond et je m'efforçais désespérément de me convaincre que la voiture était une location de société. Une déduction fiscale nécessaire pour projeter de la force et de la stabilité auprès d'investisseurs nerveux. J'ai avalé la bile brûlante dans ma gorge, forcé un sourire crispé et gardé la bouche fermée, mais la graine d'un ressentiment sombre et profond était fermement plantée et commençait à pousser rapidement, enroulant ses racines autour de mon cœur. L'immense saignée financière a commencé à me détruire de l'intérieur. Payer 10 000 $ par mois exigeant des sacrifices brutaux et insoutenables, j'ai complètement arrêté de sortir, je mangeais des repas bon marché à la maison. J'ai vendu tout mon modeste portefeuille d'actions que j'avais mis des années à constituer pour mon avenir, et j'ai accepté des missions de conseil éreintantes le week-end pour les districts scolaires voisins afin de réévaluer des plans comportementaux juste pour réunir assez d'argent supplémentaire pour payer mon propre loyer et garder l'électricité. J'étais en permanence épuisé, marchant dans le centre d'apprentissage comme une coquille vide, jusqu'à ce que ma thérapeute principale, une femme brillante et extrêmement observatrice nommée Clara, me prenne à part un après-midi dans le local à fourniture alors que nous organisions des cartes d'emploi du temps visuel pour les enfants, remarquant que mes mains tremblaient de façon incontrôlable alors que je tenais une simple agrafeuse. Et me demande ce qui ne allait pas en regardant mes cernes sombres. Elle me connaissait mieux que quiconque dans ma vie, mais je lui ai menti droit dans les yeux en prétendant que j'avais juste du mal à dormir ces derniers temps à cause du stress administratif. Incapable de lui avouer que j'affamais littéralement mon propre avenir pour nourrir une famille qui me détestait. La pression a couvé pendant des mois, me transformant en l'ombre de moi-même, puis la tante Sylvia est arrivée en ville. Sylvia était la sœur aînée de mon père, une veuve riche et amère qui passait ses journées à commérer dans les clubs de golf et à boire des martinis coûteux. Elle s'est invitée chez moi un soir de pluie sous le prétexte fallacieux de prendre des nouvelles de son neveu préféré, s'asseyant sur mon canapé bon marché en regardant mes meubles modestes avec un dégoût à peine voilé avant de me demander avec un petit sourire venimeux et entraîné comment je m'en sortais financièrement ces temps-ci. Je lui ai donné une réponse polie et générique en disant que tout allait bien et que j'étais occupé, mais elle s'est rapprochée, son parfum floral lourd et coûteux envahissant la petite pièce, pour me murmurer qu'elle savait tout du secret, sachant que Béatrice me prenait de l'argent chaque mois. Mon sang s'est glacé, une vague de panique m'a traversé et je lui ai demandé comment elle pouvait bien être au courant, ce à quoi Sylvia a ri doucement en faisant tourner la glace dans le verre d'eau que je lui avais servi. Me racontant que Béatrice s'était confiée à elle lors d'un moment de faiblesse en pleurant pendant un déjeuner, puis Sylvia a lâché la bombe qui a fait voler en éclats toute ma réalité en mentionnant comme si de rien n'était que Béatrice lui versait également une coquette pension mensuelle de 2 000 $ pour qu'elle garde le silence devant Winston. J'ai senti la pièce tourner violemment. Je m'agrippais au bord de la table basse, ma mère prenait l'argent pour lequel je saignais, l'argent pour lequel je vidais mes économies d'une vie. Et en utilisait une énorme partie pour payer un chantage à ma tante. Ce n'était pas juste pour sauver la maison familiale de la saisie, c'était une toile immense et écœurante de mensonges, d'extorsion et de dysfonctionnement profond. Sylvia s'est levée, a lissé sa jupe de marque, m'a tapoté la joue comme si j'étais un enfant naïf et stupide, et m'a dit de continuer à travailler dur parce que la famille comptait sur ma générosité. Avant de sortir et de me laisser paralyser par une rage si pure qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Le déclencheur final, le moment qui m'a fait basculer vers une clarté absolue, s'est produit exactement une semaine avant Noël au centre, où nous avons eu une avancée spectaculaire avec un garçon nommé Toby. Atteint d'un autisme sévère non verbal et qui n'avait pas prononcé un seul mot distinct au cours des 3 années où je l'avais côtoyé.
Nous avions travaillé sans relâche jour après jour en utilisant toutes les méthodes sensorielles et orthophoniques disponibles, et ce matin-là, alors que j'étais assis avec lui sur le sol de la pièce calme en train d'empiler de simples blocs en bois, il a levé les yeux vers moi. A pointé un petit doigt vers un bloc bleu et a dit clairement et parfaitement le mot « bleu ». J'ai fondé en larmes avant même de pouvoir me retenir, sa grand-mère, Madame Higgins, assise dans le coin, tombant à genoux pour me serrer dans ses bras en pleurant de joie. C'était le moment le plus profond, le plus beau et le plus significatif de toute ma vie professionnelle. Nous organisions une petite fête d'hiver au centre ce soir-là pour célébrer les progrès des enfants et la période des fêtes, et j'avais envoyé de magnifiques invitations imprimées à ma famille des semaines à l'avance en les suppliant de venir voir le travail que je faisais réellement. Je suis resté près des doubles portes du gymnase pendant 3 heures ce soir-là, regardant d'autres familles rire, boire du chocolat chaud et prendre des photos avec leurs enfants. Scrutant sans cesse les portes vitrées donnant sur le parking sombre dans l'attente de voir la berline de luxe de mes parents arriver, mais ils ne sont jamais venus. Je suis allé à leur immense maison plus tard dans la nuit, ne sachant même pas ce que je voulais dire, cherchant juste une explication. Je suis entré par la porte latérale non verrouillée, la maison était silencieuse, avec pour seul bruit le bourdonnement de l'imposant réfrigérateur. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine luxueuse en train de remplir une petite glacière de fromage coûteux. Je me suis tenu sur le pas de la porte et lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu à la fête. Elle ne s'est même pas retournée pour me regarder, gardant une voix légère, détachée et totalement dédaigneuse, expliquant que Winston voulait aller dîner au club de golf avec Preston pour célébrer le fait que Preston avait soi-disant décroché un gros contrat d'urbanisme. Ajoutant qu'une petite pièce d'école n'était tout simplement pas une priorité pour des hommes qui dirigeaient une vraie entreprise. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine comme jamais auparavant dans ma vie, c'était la mort complète de tout espoir. Je m'en suis retourné et suis passé à côté d'elle pour aller dans le bureau de Winston attraper une lourde veste d'hiver que j'y avais laissée des semaines plus tôt. Le grand bureau en acajou était un désordre total de papier, Preston l'utilisant clairement comme son dépotoir personnel. Et juste au-dessus du tas d'imprimés se trouvait une pochette brillante et épaisse dont le logo en relief appartenait au concessionnaire d'automobiles de luxe haut de gamme de l'autre côté de la ville. Mes yeux ont accroché le nom légal complet de ma mère imprimé sur l'onglet, j'ai arrêté de respirer, l'air dans la pièce devenant incroyablement raréfié. J'ai ouvert la pochette, c'était le contrat de location officiel signé pour la Porsche 911 noire de Preston, le paiement mensuel s'élevant à $2500, le titulaire principal du compte et garant étant Béatrice. Et le numéro d'acheminement bancaire rattaché au prélèvement automatique mensuel étant le compte spécifique exact sur lequel je transférais mes $10 000 le premier de chaque mois. J'ai fixé l'encre noire sur le papier blanc jusqu'à ce que les chiffres se floutent et dansent, mon argent, ma sueur, mes nuits de sommeil perdues, les week-ends d'agonie passés à travailler au lieu de me reposer ne servaient pas à sauver la maison familiale, mais à financer une voiture de sport de luxe pour l'enfant chéri afin qu'il puisse jouer au grand seigneur devant ses riches copains de golf. Je finançais son illusion arrogante. J'ai sorti mon téléphone, mes mains étant désormais parfaitement stables, les tremblements ayant totalement cessé, et j'ai pris des photographies haute résolution d'une clarté cristalline de chaque page de ce contrat de location, les signatures, les numéros de compte, les conditions. Puis je me suis connecté à mon application bancaire sécurisée, j'ai navigué jusqu'à la page des virements récurrents où le virement à venir de janvier était programmé et $10 000 prêts à être envoyés pour alimenter leurs mensonges pendant un mois de plus. J'ai fixé l'écran lumineux, pensé aux cernes sombres sous mes yeux, pensé à Toby me regardant en disant son premier mot, et pensé à Winston debout sur la terrasse me traitant de ramasseur d'ordures pour tragédies humaines. J'ai appuyé sur le bouton rouge, annuler le virement. Une fenêtre de confirmation est apparue à l'écran me demandant si j'étais absolument certain de vouloir mettre fin au paiement récurrent. Je n'ai pas hésité une fraction de seconde et j'ai appuyé sur confirmer. L'écran s'est rafraîchi avec un cercle de chargement, puis le virement en attente a disparu. Volatilisé. J'ai senti un lourd poids physique se soulever de mes épaules, une montée d'adrénaline pure, terrifiante et grisante. Je suis sorti du bureau, passé devant ma mère dans la cuisine qui remplissait toujours sa glacière sans lui dire un seul mot, puis je suis sorti par la porte d'entrée, monté dans ma voiture et rentré chez moi dans un silence absolu. Je connaissais le système bancaire, je savais qu'il lui enverrait une notification automatique d'annulation sur son email d'ici quelques jours. Et je savais exactement quand la bombe allait exploser, j'ai décidé de la laisser exploser en plein milieu de leur dîner de Noël parfait et soigneusement orchestré. Les jours précédant le réveillon de Noël se sont écoulés avec une lenteur étrange, lourde et agonisante. Je suis allé travailler au centre, j'ai bu mon café bon marché,
J'ai souri à Clara et j'ai aidé les enfants avec leur bricolage de fête, mais intérieurement, j'étais un soldat préparant minutieusement un siège massif. Chaque fois que mon téléphone vibrait dans ma poche, je regardais l'écran, m'attendant à l'appel affolé et paniqué de Béatrice réalisant que l'argent avait disparu et que le puits était à sec, mais elle était connue pour être très mauvaise avec la technologie, vérifiant rarement ses emails à moins d'attendre un reçu spécifique ou une invitation à un gala. Je savais que la prise de conscience ne se ferait que lorsque le système bancaire enregistrerait les chèques ou lorsque le concessionnaire de luxe l'appellerait directement au sujet d'un paiement rejeté pour la Porsche. Le soir de Noël est enfin arrivé, la neige tombait en rafales épaisses, lourdes et aveuglantes, enterrant le quartier chic sous un manteau blanc immaculé qui cachait toute la laide vérité en dessous. J'ai garé ma vieille berline devant la grande demeure de mes parents, la Porsche noire de Preston était garée de manière arrogante au milieu de l'allée circulaire, bloquant complètement le passage piéton vers la porte d'entrée. M'obligeant à patauger dans 30 cm de neige fraîche et glacée, abîmant mes chaussures de ville juste pour atteindre le Porsche. J'ai frappé 2 fois. Ma mère a ouvert la porte, portant une robe sur mesure en velours rouge, ses cheveux parfaitement coiffés et fixés à la laque, arborant un lourd collier de diamants que j'avais probablement payé. Elle a forcé un sourire éclatant, cassant et totalement faux, puis a embrassé ma joue froide alors que l'odeur de bougies au pain coûteuse, de côtes de bœuf rôties et de sauce riche me frappait immédiatement l'odeur d'une famille riche et heureuse, un mensonge absolu. Je suis entré dans le grand salon où la scène était d'une perfection écœurante, comme une photo sortie d'un catalogue haut de gamme, le grand sapin de 4 mètres était décoré de boules en verre doré et argenté assorties, un vrai feu crépitait chaleureusement dans la trempière. Winston se tenait près de la cheminée en tenant un lourd verre en cristal de whisky ambré, portant une chemise sur mesure bien repassée et son expression arrogante et supérieure caractéristique, tandis que Preston était avachi paresseusement sur le canapé en cuir coûteux. Vêtu d'un pull en cachemire, faisant défiler son téléphone et ignorant tout le monde dans la pièce. Winston m'a adressé un bref hochement de tête dédaigneux, sans me dire bonjour ni me demander comment j'allais, se contentant de regarder mes bottes trempées et de me dire sèchement de ne pas salir le tapis de Perse avec de la neige sale. J'ai retiré mes bottes dans un silence total, sans me disputer, puis suis allé dans la salle à manger prendre ma place habituelle au bout de la longue table en acajou, le plus loin possible de la tête où siégeait Winston. La belle vaisselle était sortie, les verres à eau en cristal coûteux accrochaient la lumière chaude du lustre au-dessus de nous, et nous nous sommes assis pour dîner. La tension dans l'air était assez épaisse pour être coupée au couteau à viande. Winston a immédiatement commencé à faire son show comme toujours, se lançant dans un long monologue grandiose et égocentrique sur l'importance absolue de l'héritage et du nom de famille, félicitant Preston pour avoir traversé une année économique difficile et élargi leur part de marché. Parlant de force, de hargneux de la lignée supérieure de gagnants qui coulait dans leurs veines. Preston coupait agressivement dans sa côte de bœuf en se prélassant sous les éloges, intervenant de temps en temps pour approuver sa propre brillance et se moquer de ses concurrents, tandis que Béatrice gardait les yeux rivés sur son assiette en porcelaine. Mâchant mécaniquement sa nourriture et jouant le rôle de l'épouse silencieuse et soumise. Je les observais simplement, assis perfectly immobile à observer le cirque, sans ressentir la piqûre vive habituelle du rejet ni l'envie désespérée et pathétique de parler, de me défendre ou de supplier pour obtenir leur approbation. J'ai regardé Winston et j'ai compris avec une clarté absolue qu'il n'était pas un géant, mais un vieil homme terrifié et fragile vivant dans une illusion qu'il ne pouvait plus s'offrir. J'ai regardé Preston et j'ai vu un imposteur insignifiant et incompétent conduisant une voiture qu'il ne pouvait pas payer en se prenant pour un titan de l'industrie. J'ai regardé ma mère et j'ai vu une lâche qui vendrait volontiers son propre fils pour maintenir un mensonge confortable. Winston a remarqué mon silence, détestant ne pas avoir mon attention terrifiée et totale. Il s'est penché en avant au-dessus de la table, pointant sa fourchette en argent directement vers ma poitrine, demandant fort comment allait le pavillon des œuvres de charité et demandant avec un ricanement moqueur si j'enseignais toujours la peinture au doigt à des enfants incapables de faire leur propre lacet. Preston a ricané fort, la bouche pleine de nourriture, et Béatrice a murmuré le nom de mon père dans une tentative faible et pathétique de l'arrêter, mais sans lever les yeux. J'ai regardé Winston droit dans ses yeux froids et arrogants, gardant une voix parfaitement calme et totalement exempte d'émotion. Lui disant que mon travail allait très bien et qu'il fallait une patience réelle et authentique pour construire quelque chose de vrai à partir de zéro plutôt que de prétendre réussir pendant que tout pourrit de l'intérieur. Toute la table est devenue muette comme une tombe, Preston arrêtant de mâcher, sa fourchette suspendue dans les airs, et les yeux de Winston se rétrécissant en d'agressives fantaineuse alors que la grosse veine de son cou commençait à battre visiblement contre son col. Il a exigé de savoir exactement ce que je voulais dire par là, sa voix descendant d'un octave. J'ai bu une lente gorgée d'eau glacée, posé délibérément le verre en cristal sur le sous-verre,
puis j'ai regardé Preston avant de revenir à mon père, lui disant qu'il devrait probablement regarder d'un peu plus près les livres de comptabilité réelle de Preston avant de prononcer d'autres grands discours sur la réussite et l'héritage. Avant que Winston ne puisse exploser, avant qu'il ne puisse se lever et se mettre à hurler, un son électronique strident et perçant a coupé le silence lourd de la salle à manger, c'était une sonnerie personnalisée provenant du sac de marque de Béatrice posé sur le buffet. L'alerte spécifique et incontestable de son application bancaire sécurisée, le système automatisé s'étant enfin déclenché. Béatrice a sursauté physiquement, ses épaules remontant jusqu'à ses oreilles, sachant exactement ce que ce son spécifique signifiait. Son visage s'est vidé de toute couleur en un instant, la laissant semblable à un fantôme, et elle a lentement tourné la tête vers moi, les yeux grands ouverts d'une terreur crue et absolue. Elle savait que le puits était à sec. Winston a exigé avec colère qu'elle regarde son téléphone, détestant que des notifications numériques interrompent ses dîners importants. Béatrice a bégayé, la voix tremblant violemment, prétendant que ce n'était probablement rien, juste un email indésirable. Winston a frappé sa lourde main à plat sur la table, faisant sursauter les couverts, et a exigé qu'elle lisît l'alerte immédiatement. Les mains tremblant violemment, elle s'est levée sur des jambes instables, a marché jusqu'au buffet, a sorti le téléphone coûteux de son sac et a fixé l'écran lumineux. Le silence dans la salle à manger s'est tendu à l'extrême, vibrant d'un potentiel explosif violent. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains reposant calmement sur mes genoux, mon cœur battant à un rythme lent et régulier dans ma poitrine, attendant que le ciel tombe et écrase leur monde entier. Béatrice a fixé l'écran lumineux de son smartphone haut de gamme, complètement paralysée, la notification de la banque était claire, concise et absolument dévastatrice, c'était la guillotine numérique qui s'abattait sur sa vie soigneusement orchestrée, échec du virement de 10 000 $. Fonds insuffisants sur le compte d'origine. Prélèvement automatique Porsche Financial Service refusé. Je me suis adossé à ma lourde chaise de salle à manger et j'ai observé le moment exact où toute sa réalité fabriquée s'est effondrée en poussière microscopique. Ses mains manucurées tremblaient si violemment qu'elle a failli faire tomber le téléphone sur le parquet ciré, la couleur quittant totalement son visage pour la laisser comme une statue de cire creuse. Elle n'a pas dit un seul mot, se tenant simplement là près du lourd buffet en acajou, son souffle se bloquant dans sa gorge, ses yeux faisant des allers-retours paniqués entre l'écran lumineux et mon visage totalement inexpressif. Elle savait que je savais, la transaction silencieuse de la vérité absolue venait de passer entre nous à travers la salle à manger. Winston, inconscient du séisme financier catastrophique qui se produisait à 1 mètre de lui, a totalement perdu patience, détestant par-dessus tout être ignoré dans sa propre maison, surtout lorsqu'il était au milieu de l'un de ses monologues pompeux. Il a frappé du poing sur la table, faisant sauter la vaisselle en argent contre les assiettes en porcelaine fine, exigeant de savoir ce qui était si incroyablement important pour qu'elle l'ignore totalement pendant son toast de fête. Lui aboyant de lire le message numérique à haute voix pour que nous puissions tous passer à autre chose. Béatrice a regardé Winston comme un animal traqué et terrifié faisant face à un prédateur, elle a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti, sa gorge étant complètement nouée. Elle hyperventilait visiblement, sa poitrine se soulevant sous sa robe en velours rouge, et a regardé Preston avec désespoir, espérant que son enfant chéri interviendrait magiquement pour la sauver du carnage imminent. Preston était alors agacé que l'attention ne soit plus entièrement focalisée sur sa soi-disant brillance, il a levé les yeux au ciel avec agressivité, pris une énorme bouchée de sa côte de bœuf et parlé la bouche pleine de nourriture. Disant à notre mère de ranger ce maudit téléphone pour qu'il puisse finir de profiter du repas de fête extrêmement coûteux qu'il avait soi-disant offert à la famille. Il s'est vanté haut et fort du prix de la bouteille de vin rouge importé, a fanfaronné sur les cadeaux haut de gamme extravagants qu'il avait achetés pour tout le monde autour de la table, confortablement installé dans le piège doublé de velours de sa propre arrogance incroyable. Totalement inconscient du fait que le plancher sous ses pieds venait d'être retiré. Je me suis adossé, j'ai croisé les bras et je les ai observés, c'était une étude psychologique bizarre et profondément fascinante qui se déroulait sous mes yeux. Ces gens étaient entièrement et désespérément consumés par leurs propres illusions de supériorité, convaincus d'être totalement intouchables et croyant que parce qu'ils vivaient dans une immense demeure résidentielle, appartenaient à un club de golf exclusif et conduisaient des voitures de luxe importées, les règles dures de la réalité financière ne s'appliquaient tout simplement pas à eux. Ils me considéraient comme rien de plus qu'un raté ennuyeux et pathétique qui n'existait que pour être témoin de leur grandeur et subventionner leur mode de vie extravagant. Béatrice a enfin retrouvé la voix, un murmure mince, tremblant et pathétique, puis elle a fait exactement ce qu'elle avait fait toute ma vie, elle a menti. Elle a regardé Winston droit dans ses yeux exigeants et a sorti un énorme mensonge impardonnable pour protéger la façade dorée,
prétendant qu'il s'agissait simplement d'une alerte de fraude de routine de sa compagnie de cartes de crédit Platine. Affirmant que quelqu'un avait essayé de faire un petit achat non autorisé dans un magasin d'un autre État et que la banque avait simplement bloqué la carte par précaution. Elle a forcé un faux sourire affreusement crispé, ses lèvres tremblant de manière incontrôlable, en disant à Winston que tout allait perfectly bien et qu'elle appellerait la banque le lendemain matin pour régler cela. J'ai senti un dégoût profond, sombre et lourd s'installer au plus profond de mon estomac. Elle avait l'occasion parfaite de tout avouer, la chance de dire enfin à son mari la vérité absolue sur la dette suffocante, la saisie immobilière imminente. Les affaires ratées et le fait pur et dur que leur plus jeune fils était la seule raison pour laquelle il ne vivait pas actuellement dans un motel bon marché au bord de la route, mais elle a choisi le mensonge. Choisissant activement de protéger l'illusion de la famille dorée plutôt que la vérité, choisissant de protéger l'ego fragile de Preston plutôt que ma propre survie. Winston a accepté le mensonge immédiatement, a grogné, a bu une autre grande gorgée de son whisky coûteux et a redirigé son attention agressive vers moi. Cette brève interruption chaotique n'ayant fait qu'alimenter son besoin profond de dominer complètement la pièce et d'affirmer son autorité absolue. Il s'est penché agressivement en travers de la table, le visage rouge d'alcool et d'une colère profondément enracinée, pointant son doigt directement vers ma poitrine pour me dire que mon attitude maussade toute la soirée était totalement inacceptable dans sa maison. Exigeant de savoir pourquoi j'agissais toujours de manière si jalouse et rancunière dès que j'étais auprès de mon frère aîné, affirmant que ma jalousie était une maladie toxique et pathétique qui rongeait mon caractère. Il m'a dit que je devais grandir, me regarder attentivement dans un miroir et réaliser que la voie professionnelle que j'avais choisie dans l'éducation spécialisée était une impasse financière totale. Proclamant haut et fort que mon maigre salaire ne représenterait jamais rien de substantiel et que je n'aurais jamais une fraction du succès éclatant, des vastes actifs immobiliers ou du profond respect de la communauté que Preston possédait. Preston a affiché un sourire moqueur et satisfait écœurant, s'est servi un autre grand verre de vin rouge coûteux en le faisant tourner dans le verre en cristal. Et est intervenu en adoptant un ton de pitié fausse et condescendante pour me dire que si jamais j'avais besoin d'un petit prêt personnel pour réparer ma voiture de banlieue cabossée, je n'avais qu'à lui demander directement. Se disant toujours prêt à aider les membres moins fortunés de la famille et suggérant que je pourrais peut-être faire quelques travaux d'archivage subalterne à son bureau pour gagner cet argent. C'était le piège ultime et incontournable de la suffisance, ils étaient si profondément arrogants, si complètement aveugles à leur propre destruction imminente qu'ils pensaient réellement détenir la position dominante suprême. S'imaginant d'une générosité incroyable en me permettant de m'asseoir à leur belle table et de manger leur nourriture coûteuse. Je n'ai pas élevé la voix d'un seul décibel, je n'ai pas montré une once de la colère bouillonnante qui me déchirait les veines, gardant une expression totalement neutre et impassible. J'ai tendu la main dans ma serviette en cuir usé posée sur le sol à côté de ma chaise, j'ai sorti une pochette en papier craft lourde et épaisse et je l'ai placée carrément au centre de la nappe blanche immaculée, juste à côté de la saucière en cristal et du centre de table florale coûteux. La salle à manger s'est de nouveau tue, le seul bruit étant le crépitement du bois dans la cheminée. Winston a fixé la lourde enveloppe, puis m'a regardé, ses yeux se rétrécissant en d'agressives fentes, me demandant quel genre de jeu enfantin et pathétique je jouais à sa table de dîner et exigeant que je retire mes ordures de sa table immédiatement. J'ai regardé Béatrice, ses yeux étaient complètement rivés sur l'enveloppe en papier craft, elle agrippait le bord du buffet si fort que ses articulations étaient totalement blanches, sachant exactement ce que je faisais et ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe. Mais totalement impuissante à arrêter l'avalanche imminente. J'ai rechargé Winston du regard et lui ai dit que ce n'était pas un jeu, mais un cadeau de Noël très spécial, expliquant que j'avais enfin décidé de contribuer au grand héritage familial d'une manière vraiment significative et substantielle, gardant une voix incroyablement calme, remarquablement stable et dangereusement basse, lui disant qu'il devait l'ouvrir dès maintenant pour voir exactement à quel point son enfant chéri réussissait et comment l'empire familial était actuellement financé. Winston a émis un ricanement fort, un son rempli de pur dédain, puis a arraché la lourde enveloppe de la table en l'ouvrant par des mouvements agressifs, saccadés et agacés, sortant la lourde pile de papier soigneusement organisée pour la plaquer sur son assiette. Il a ajusté ses lunettes de lecture et a regardé la toute première page. Le tout premier document de la pile était un résumé financier complet, incontestable et légalement certifié que j'avais minutieusement compilé. Détaillant chaque virement bancaire de $10 000 que j'avais effectué directement depuis mon compte personnel vers le compte chèque privé de Béatrice au cours des 36 mois consécutifs écoulés. Les dates étaient parfaitement alignées, les numéros de compte étaient en gras, et la somme totale était surlignée en jaune fluo au tout bas de la page, $360 000 en liquidité au total. Winston a fixé la première page, le front plissé par une confusion profonde, lisant les chiffres à haute voix,
sa voix s'atténuant à mesure que son cerveau luttait pour traiter la réalité mathématique. Il a lu mon nom et mes informations bancaires figurant en haut en tant que seul expéditeur, puis le nom légal complet de Béatrice et ses informations bancaires figurant en tant que seul destinataire. Il a levé les yeux vers Béatrice, sa voix n'étant plus un aboiement fort et autoritaire, mais un grondement guttural, dangereux et confus. Lui demandant ce que ces papiers signifiaient et pourquoi mon nom était légalement rattaché à des virements automatiques mensuels se montant à des centaines de milliers de dollars versés directement sur son compte personnel. Béatrice a fini par s'effondrer complètement, éclatant en sanglots laids, bruyants et déchirants, se couvrant le visage de ses mains tremblantes et commençant à pleurer de manière incontrôlable, ses genoux se dérobant légèrement sous elle, incapable de formuler un seul mot cohérent. Le mensonge massif et suffocant s'étant totalement effondré autour d'elle sans plus aucun endroit où courir et se cacher. Preston a posé son verre de vin en cristal sur la table avec un bruit sec, le sourire moqueur et arrogant disparaissant définitivement de son visage pour être remplacé par une expression de panique pure et sans mélange. Il s'est penché au-dessus de la table pour regarder les papiers officiels qui tremblaient dans les mains de Winston, voyant les chiffres financiers énormes, les dates constantes et incontestables, et reconnaissant la chronologie exacte de ses propres échecs commerciaux massifs. Winston a tourné agressivement la deuxième page de la pile, c'étaient les avertissements officiels de saisie certifiés de la banque prêteuse principale adressés directement à lui. Les avis juridiques exacts que Béatrice interceptait activement dans la boîte aux lettres et cachait dans son placard depuis des années, détaillant le défaut de paiement massif sur la demeure coloniale et la saisie imminente de la propriété. Puis Winston a tourné la troisième page, c'était la photographie haute résolution d'une clarté cristalline du contrat de location de luxe pour la Porsche 911 Noir Jet toute neuve de Preston. Le document montrant clairement la signature de Béatrice sur la ligne du garant et listant explicitement les paiements mensuels prélevés directement sur le même compte chèque que j'avais alimenté de mon propre sang, de ma sueur et de mes larmes pendant 3 ans. Le silence qui a suivi était absolu et terrifiant, le silence assourdissant de tout un faux empire brûlant jusqu'au sol en l'espace de quelques secondes. Je suis resté parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux, observant la collision violente et explosive de la réalité froide et de la délusion profonde détruire complètement l'homme qui m'avait tourmenté toute ma vie. Les mains de Winston ont commencé à trembler violemment, la lourde pile de papiers officiels s'agitant bruyamment dans la salle à manger silencieuse. Il a regardé le contrat de location de la Porsche, les yeux grands ouverts d'horreur, puis a levé les yeux vers Preston. Preston était totalement livide, transpirant à grosses gouttes à travers son pull en cachemire coûteux, le riche magnate de l'immobilier arrogant ayant totalement disparu pour laisser la place à un petit garçon terrifié et pathétique pris en flagrant délit de mensonges massifs et incontestables. Preston a commencé à bégayer agressivement en agitant les mains en l'air, essayant de prétendre que les documents étaient totalement faux, forgés dans une tentative désespérée de le ruiner. Affirmant que j'avais fabriqué tous les relevés bancaires par jalousie maladive et prétendant à Winston que j'essayais juste de gâcher Noël parce que j'étais un raté amertumé et pathétique voulant détruire son immense succès. Mais Winston n'était pas un idiot lorsqu'il s'agissait de lire des documents financiers de base et des contrats légaux, il a vu les sceaux bancaires officiels en filigrane, a reconnu la signature authentique et très spécifique de Béatrice sur la ligne de garantie du bail. Et a vu les numéros d'acheminement exacts qui correspondaient à ses propres comptes joints. La vérité était complètement incontestable. Winston a laissé tomber la lourde pile de papier sur la table à manger, les feuilles s'éparpillant sur le lin blanc en se mélangeant à la sauce renversée et au vin coûteux. Il a tourné la tête lentement, son cou craquant, et a regardé Béatrice qui sanglotait toujours hystériquement dans ses mains près du buffet, lui demandant, la voix tremblant d'un mélange terrifiant de rage pure et d'horreur absolue, si c'était vrai. Lui demandant directement si elle avait pris en secret des centaines de milliers de dollars au fils qu'il détestait juste pour payer la voiture de sport de luxe de Preston et éviter la saisie de l'immense maison. Béatrice a hoché la tête frénétiquement à travers ses larmes, étouffant une excuse garbouillée et pathétique, avouant que l'entreprise familiale échouait complètement. Confessant que Preston avait perdu des millions de dollars dans un accord d'urbanisme commercial désastreux 3 ans plus tôt et avait totalement vidé les comptes de la société. Avouant qu'il lui avait caché les avertissements de faillite pour protéger sa santé cardiaque fragile et son immense fierté, et admettant enfin à haute voix devant tout le monde que j'étais la seule raison pour laquelle il n'avait pas été jeté dans la rue glacée 3 ans plus tôt. Le grand Winston, le fier patriarche, l'homme qui avait bâti un soi-disant empire, l'homme qui m'avait traité à de multiples reprises de ramasseur d'ordures et qui vénérait le sol sur lequel son fils aîné marchait, a soudainement réalisé que toute son existence au cours des 36 derniers mois était entièrement financée par l'enfant qu'il méprisait activement, réalisant que son garçon d'or était un imposteur totalement incompétent qui avait détruit l'héritage familial. Que sa femme dévouée était une manipulatrice hors pair et une menteuse, et que moi,
le fils dont il se moquait sans relâche, détenait tout le pouvoir absolu et incontestable dans la pièce. Mais les vrais narcissiques ne ressentent aucune gratitude, ils n'éprouvent ni remords sincères ni remise en question face à leurs propres échecs massifs, ne ressentant qu'une rage pure et sans mélange, un besoin profond, violent et dévorant de détruire absolument quiconque a exposé leur honte au grand jour. Le visage de Winston a pris une teinte violette terrifiante, les veines de son front se gonflant, mais il n'a pas hurlé sur Preston pour avoir ruiné la famille et détruit l'héritage, ni sur Béatrice pour lui avoir menti droit dans les yeux chaque jour pendant des années. Tournant toute sa haine brûlante, explosive et irrationnelle directement contre moi. Il s'est levé si vite et avec une force si violente que sa lourde chaise en chêne s'est renversée en arrière sur le parquet avec un grand fracas, plaquant ses 2 poings à plat sur la table en se penchant agressivement vers moi. Renversant un verre de vin en cristal qui s'est brisé en envoyant du vin rouge foncé s'étaler sur la nappe blanche. Il a hurlé à m'en décrocher la mâchoire, m'accusant d'avoir orchestré un complot prémédité, malveillant et diabolique pour l'humilier dans sa propre maison. Prétendant que je les avais délibérément piégés dans une cage financière et affirmant que j'étais un psychopathe manipulateur et malade qui avait utilisé son argent sale pour s'acheter un siège au premier rang de sa déchéance finale. Je l'ai regardé avec une apathie totale, glaciale et absolue, sans ressentir une once de peur, ni une seule goutte de tristesse ou de regret, ne ressentant rien d'autre qu'un détachement froid, clinique et extrêmement satisfaisant. Je lui ai dit que je n'avais piégé personne, que j'avais sacrifié mon propre avenir, vendu mes actions et travaillé jusqu'à l'épuisement total pour sauver sa grande maison de la banque parce que ma mère m'avait littéralement supplié à genoux de le faire. Et que j'avais enfin annulé les paiements automatiques cette semaine parce que j'avais enfin compris que je ne sauvais pas une famille en crise, mais que je finançais simplement la location d'une voiture de luxe pour un frère chéri trop incompétent pour tenir un simple stand de limonade. Et encore moins une entreprise de développement immobilier. Preston s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage rouge de humiliation, pointant un doigt tremblant vers moi et hurlant que je n'avais absolument aucun droit de lui parler ainsi, bombant le torse et proclamant haut et fort qu'il était le PDG de l'entreprise. J'ai ri pour de bon, un son sec, creux et incroyablement tranchant qui a résonné dans la salle à manger. J'ai regardé Preston et lui ai dit qu'il n'était absolument pas un PDG, mais un raté total jouant au grand monsieur avec mon argent durement gagné, ajoutant que l'entreprise était totalement morte, les comptes bancaires vidés. Que la jolie Porsche allait être saisie sans ménagement d'ici la fin du mois, et qu'il aurait de la chance s'il trouvait un emploi au SMIC à retourner des steaks hachés d'ici février. Winston a complètement perdu l'esprit, l'immense humiliation d'entendre la vérité incontestable prononcée à haute voix était trop lourde à gérer pour son ego massif et fragile. Il a pointé un doigt tremblant et rempli de rage droit vers mon visage, faisant le tour de la table vers moi, hurlant si fort que sa voix a déraillé et a résonné sous les hauts plafonds, « Sors d'ici », a-t-il rugi, de la salive volant de sa bouche. Espèce de déchet ingrat et dégoûtant. Tu crois que ton argent sale te donne le droit de manquer de respect à cette famille? Tu n'es rien. Tu m'entends? Tu es mort pour moi. Ma mère a secoué la tête frénétiquement en pleurant hystériquement, tendant les mains vers moi pour me supplier de m'excuser, de retirer ce que j'avais dit et d'arrêter de faire honte à mon frère. Même face à la ruine financière totale et au démasquage absolu, elle essayait encore désespérément de protéger les sentiments de l'enfant chéri. J'ai souri et ce n'était pas un sourire heureux, mais le sourire calme et résolu d'un homme qui venait enfin de prendre une lourde hache et de couper la lourde chaîne d'ancrage qui le traînait vers le fond d'un océan très sombre. Je me suis levé lentement, en prenant mon temps, j'ai calmement boutonné la veste de mon costume, puis j'ai regardé le spectacle hurlant, pathétique et chaotique de cette famille installée autour d'un dîner de Noël totalement gâché. J'ai regardé Winston droit dans ses yeux fous de haine et j'ai dit clairement, ma voix tranchant à travers les hachures, d'accord. Très bien. Ne m'appelez plus jamais. La pièce est tombée dans un silence absolu et terrifiant, les hurlements s'arrêtant net. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger, j'ai attrapé mon manteau, franchi la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné une seule fois. Je suis sorti dans la neige glacée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti loin de ce terrain toxique qui avait consumé toute ma vie. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce stade, cela aide non seulement d'autres personnes à découvrir cette histoire. Mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un, votre soutien étant la plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Dès le lendemain matin, le coup lourd de la police a résonné à ma porte, Winston avait complètement sombré dans un état de délire narcissique et vindicatif,
totalement incapable d'accepter la réalité écrasante qu'il était complètement ruiné et qu'il ne survivait que grâce à ma charité. Il avait essayé d'inventer un récit fabriqué de toutes pièces selon lequel j'étais un criminel dangereux, appelant le poste de police local pour dire à l'inspecteur et que j'avais piraté ses comptes bancaires personnels. Commis un grave abus de faiblesse sur personne âgée et volé ses fonds de retraite pour financer ma propre vie. J'ai ouvert la porte et invité l'inspecteur à entrer dans mon appartement chaleureux, sans paniquer, sans élever la voix ni me montrer défensif. Marchant calmement vers le bureau de mon domicile pour tendre à l'inspecteur et un classeur juridique épais et extrêmement bien organisé contenant chaque relevé bancaire certifié montrant les virements sortants, chaque texto affolé de Béatrice me suppliant de l'argent pour payer l'hypothèque. L'enregistrement audio d'une clarté cristalline de la tante Sylvia avouant explicitement le complot d'extorsion, et les photos haute résolution du contrat de location de la Porsche de Preston. L'inspecteur s'est assis sur mon canapé et a passé 20 minutes à examiner minutieusement les documents dans un silence total, et j'ai observé son expression passer lentement d'une suspicion professionnelle stricte à un dégoût absolu et profond. Il a refermé le lourd classeur d'un coup sec, m'a regardé en secouant la tête d'incompréhension et s'est sincèrement excusé de m'avoir dérangé le matin de Noël. Me disant sans équivoque qu'aucun crime n'avait été commis de mon côté et précisant même clairement que si je voulais porter plainte officiellement contre Béatrice pour avoir obtenu des fonds importants sous de faux prétextes afin de payer un chantage à ma tante. J'avais entre les mains un dossier juridique extrêmement solide et inattaquable. J'ai regardé l'inspecteur dans les yeux et lui ai dit que je ne voulais pas porter plainte ni engager de poursuite, souhaitant simplement qu'il soit sorti légalement et définitivement de ma vie. L'inspecteur a hoché la tête, s'est levé et est reparti directement chez mes parents, se tenant sur leur porche pour informer Winston que faire une fausse déclaration à la police était un délit pénal grave, avertissant sévèrement mon père que s'il me contactait, me harcelait ou essayait de nouveau de salir mon nom, il reviendrait en personne avec des menottes pour l'arrêter pour harcèlement criminel. La destruction totale et absolue de leur faux empire s'est produite incroyablement vite après cela, l'effondrement n'étant rien de moins que spectaculaire. Comme le virement automatique programmé de $10 000 en janvier n'est jamais arrivé sur le compte de Béatrice, les dominos financiers ont commencé à tomber violemment, le concessionnaire automobile de luxe n'a pas reçu son paiement de location exorbitant. Et en l'espace de 2 courtes semaines, une grande camionnette de remorquage s'est présentée au milieu d'une nuit glacée, les répossesseurs accrochant la Porsche noire de Preston directement dans l'allée circulaire. Le grincement fort du treuil a réveillé tout le quartier chic, les voisins jetant des coups d'œil à travers leurs stores coûteux et regardant sous le choc l'ultime symbole de statut social de l'enfant chéri être remorqué sans ménagement dans la neige. Quelques jours plus tard, mon ancien ami du lycée Greg, qui vivait toujours dans le quartier et détestait Preston avec passion, a appris la saisie nocturne spectaculaire par un ami commun qui travaillait au service des prêts de la banque locale. Et les rumeurs croustillantes sur la faillite massive et la saisie imminente ont fuité. Greg s'est rendu sur le groupe Facebook privé et très actif de la communauté locale pour y rédiger un message détaillé, cinglant et entièrement factuel exposant toute la laide vérité. Révélant que Preston avait complètement ruiné la société familiale des années auparavant et que le mode de vie luxueux de la famille avait été entièrement financé en secret par le plus jeune fils qu'il moquait et rabaissait toujours publiquement lors des événements sociaux. La ville a été totalement sous le choc, la réputation impeccable et soigneusement cultivée de Winston au club de golf exclusif s'évaporant littéralement du jour au lendemain, les hommes riches qui lui serraient la main, lui payaient des verres et l'appelaient un visionnaire de l'immobilier ont soudainement cessé de répondre à ses appels téléphoniques, et il a été complètement mis sur liste noire par les groupes d'investissement locaux. N'étant plus un titan de l'industrie mais un imposteur pathétique vivant de la charité de son plus jeune fils. La banque principale a officiellement engagé une procédure de saisie agressive sur l'immense demeure résidentielle, car sans mon apport mensuel d'argent frais, il ne pouvait même plus payer les taxes foncières exorbitantes, sans parler des lourdes mensualités de l'hypothèque. Ils ont rapidement été contraints de vendre la maison dans le cadre d'une vente à perte massive juste pour couvrir leurs dettes impayées et éviter la ruine totale. Devant remballer leurs meubles coûteux pour emménager dans un appartement de 2 chambres étriqué et dépressif dans un mauvais quartier de la ville. Preston a essayé désespérément d'obtenir un nouveau prêt commercial pour démarrer une entreprise totalement différente, mais sa cote de crédit était totalement détruite et son nom était devenu radioactif sur le marché immobilier local, sans plus aucun fonds d'études ni héritage sur lequel compter. Il a fini par devoir accepter un travail humiliating à la réception d'un motel délabré et bon marché en lisière de ville, dépouillé de ses costumes sur mesure, de sa voiture de luxe et de son sourire arrogant. La tante Sylvia a essayé de m'appeler une fois, tentant de jouer les conciliatrices douces et innocentes, mais je n'ai pas répondu, à la place.
J'ai immédiatement transféré l'enregistrement audio d'une clarté cristalline où elle avouait explicitement extorquer ma mère à son nouveau mari incroyablement riche et à chaque membre de son cercle social du club de golf, ce qu'il a vu être exilé socialement. Divorcé et totalement coupé de sa nouvelle fortune en moins de 48 heures. Ils ont tenté une dernière démarche incroyablement désespérée, Winston a engagé un avocat minable et bon marché pour m'envoyer une lettre juridique menaçante me sommant de continuer à payer pour ses soins médicaux et son logement en vertu d'une loi obscure et obsolète sur l'obligation alimentaire. Envers les parents. J'ai immédiatement transmis la lettre à mon propre avocat d'affaires, incroyablement agressif et très coûteux, et nous avons renvoyé un seul document certifié brutal détaillant le chantage, la fausse déclaration à la police. La manipulation financière et la promesse de traîner toute leur histoire financière profondément humiliante devant un tribunal public hyper médiatisé s'ils me recontactaient un jour. Je n'ai plus jamais entendu parler de leur avocat. La tempête massive était enfin passée, ne laissant absolument rien dans son sillage que les décombres fumants de leur propre choix terrible et arrogant. Une année entière s'est écoulée, me faisant l'effet d'expulser une immense bouffée d'air suffocante que je retenais au plus profond de mes poumons depuis toute ma vie. Sans le fardeau financier écrasant et incessant de soutenir ma famille toxique et ingrate, ma vie s'est transformée complètement et magnifiquement, j'ai utilisé mes économies pour quitter mon petit appartement et emménager dans un grand et magnifique loft dans le centre-ville avec d'immenses fenêtres, j'ai reconstitué agressivement mes comptes de retraite et mon portefeuille d'actions, mais bien plus important encore, j'ai versé toute ma nouvelle énergie émotionnelle et mes ressources financières directement dans le centre d'apprentissage spécialisé. Le centre a prospéré au-delà de mes attentes les plus folles et les plus ambitieuses, un milliardaire et philanthrope local très en vue, M. Harrison, a entendu parler par le bouche à oreille du travail incroyable et salvateur que nous faisions auprès d'enfants non-verbaux comme Toby, et il a visité le centre de manière totalement anonyme par un après-midi de pluie. Se tenant silencieusement sur le pas de la porte de la pièce calme pour me regarder assis sur le sol en train d'apprendre patiemment à un enfant à communiquer ses besoins fondamentaux à l'aide de cartes visuelles plastifiées. Voyant l'attention inconditionnelle et authentique ainsi que la patience profonde que nous offrions à des familles qui n'avaient nulle part ailleurs où s'adresser. Une semaine plus tard, sa fondation caritative a appelé mon bureau et nous a fait un chèque de subvention incroyable qui a sécurisé notre avenir pour la décennie à venir. Grâce à cet apport massif de fonds, nous avons complètement agrandi l'établissement, engagé davantage d'ergothérapeutes et d'orthophonistes hautement spécialisés, accordé à chacun une augmentation de salaire et une promotion bien méritée. Et enfin commencer la construction d'un terrain de jeu sensorimoteur de pointe et entièrement accessible pour les enfants, un rêve que je portais en moi depuis des années. C'était à la fin du mois de mai lorsque nous avons enfin organisé la grande cérémonie d'inauguration et de coupure du ruban pour le nouveau terrain de jeu, le soleil brillait vivement dans un ciel bleu dégagé, jetant une lueur dorée et chaleureuse sur les équipements neufs aux couleurs vives. Et des familles de toute la ville sont venues célébrer cette réussite. Clara se tenait juste à côté de moi en tenant les grands ciseaux cérémoniels, souriant jusqu'aux oreilles, alors que le magnifique son chaotique des enfants qui riaient. Jouaient et existaient freely dans un espace sécurisé conçu entièrement pour eux remplissait l'air chaud du printemps d'un son bien plus précieux et bien plus profond que n'importe quel gros contrat immobilier, n'importe quelle voiture de luxe ou n'importe quel héritage creux de club de golf. Alors que la fin de l'après-midi touchait à sa fin et que les parents fatigués et heureux commençaient à charger leur mini-fourgonnette, j'ai vu une vieille berline cabossée et très rouillée de 10 ans se garer lentement le long du trottoir près de l'entrée principale du centre. Je me suis figé, mon cœur ratant un battement en reconnaissant immédiatement le conducteur à travers le pare-brise rayé, c'était Béatrice. Elle a mis la vieille voiture sur la position stationnement et est descendue sur le trottoir, paraissant incroyablement frêle et vieille. Les robes en velours de marque coûteuse et les lourds colliers de diamants ayant totalement disparu pour laisser place à un simple pull gris délavé et bon marché. Elle a fait lentement le tour du côté passager et a ouvert la lourde portière, puis Winston en est sorti lentement et péniblement, utilisant une lourde canne en bois bon marché pour soutenir son poids. Le géant fier, agressif et arrogant qui dirigeait autrefois les conseils d'administration et me terrifiait avait totalement et complètement disparu, ses larges épaules fortement voûtées, son costume mal ajusté et élimé aux poignets semblant sortir d'un bac de liquidation. Ressemblant à un vieil homme vaincu, brisé et épuisé qui avait enfin perdu sa longue et amère guerre contre la réalité. Ils ne se sont pas approchés de la grande foule de parents, se tenant silencieusement près de la grille en grillage, les mains agrippées au métal, se contentant de me regarder. J'ai pris une très grande inspiration, tendu mon presse-papier à Clara et traversé lentement l'herbe verte fraîchement coupée vers eux, m'arrêtant à exactement 3 mètres, sans sourire, sans offrir de chaleureuse accolade ni de poignée de main. Me tenant simplement là pour établir une limite physique ferme, incontestable et nette entre ma nouvelle vie et leur passé toxique.
Winston a regardé au-delà de moi cet incroyable terrain de jeu animé, observant la grande bannière imprimée par des professionnels portant le nom du centre, ainsi que les parents reconnaissants qui me serraient dans leurs bras et me poignaient la main en passant vers leur voiture. Il s'est appuyé lourdement sur sa canne en bois, ses articulations blanches, et sa voix a émis une raucité sèche, dure et douloureuse que je n'avais jamais entendue de ma vie, me regardant directement pour me dire « C'est à toi, n'est-ce pas? Tu as construit tout ça. » J'ai gardé une voix parfaitement neutre, complètement exempte de colère ou de triomphalisme, et je lui ai répondu que oui, que je l'avais construit pour les enfants qui avaient désespérément besoin d'un endroit sur où être à leur place dans ce monde. Winston a fixé le sol pendant un long moment agonisant, avalant difficilement, sa gorge émettant un cliquetis, avant de murmurer « Je n'ai pas rendu les choses faciles pour être à sa place dans notre maison, n'est-ce pas ?» J'ai regardé le vieil homme fragile qui m'avait tourmenté, vidé mes comptes bancaires, moqué ma passion et activement tenté de détruire ma vie, et j'ai réalisé à ce moment exact que je ne le détestais plus, la haine demande une quantité énorme d'énergie émotionnelle. Et je n'en avais plus du tout à lui donner, ne ressentant qu'un sentiment de pitié profond et silencieux. Je lui ai dit qu'il m'avait rendu la tâche incroyablement facile pour comprendre exactement quel genre de foyer et quel genre de vie je ne voulais jamais au grand jamais construire. Winston a émis un souffle saccadé qui ressemblait remarquablement à un sanglot sec, serrant sa canne plus fort, les mains tremblantes, puis il m'a enfin regardé directement dans les yeux, les siens se remplissant d'eau, pour me dire « Ta mère m'a dit toute la vérité sur l'argent, tout. Le chantage, la voiture. J'aurais dû te remercier de m'avoir gardé un toit sur la tête. Je suis incroyablement désolé pour ce que je t'ai dit. » J'ai secoué la tête lentement et lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me remercier, affirmant que j'allais tout à fait bien maintenant, de manière sincère et authentique. Il a regardé le terrain de jeu une toute dernière fois, observant un enfant glisser sur le grand toboggan bleu, et a ajouté, la voix déraillant légèrement, « Tu as fait tout ça sans moi. » Je l'ai corrigé doucement, pas sans toi. Juste sans ta permission. Il a esquissé un petit sourire triste et incroyablement brisé, me disant que j'avais toujours été profondément têtu et prétendant avec une pointe de son ancienne fierté que j'avais hérité ce trait de caractère spécifique de lui. Il a fait un tout petit pas incertain vers l'avant, comme s'il voulait tendre le bras et me toucher l'épaule pour me donner enfin cette affection physique dont j'avais tant envie enfant, mais il s'est arrêté net, voyant le mur froid, impénétrable et paisible dans mes yeux. Réalisant que le pont était totalement brûlé et que les cendres s'étaient envolées dans le vent depuis longtemps. Il a hoché la tête lentement en signe d'acceptation silencieuse et a dit « Je suis fier de toi, Julian. C'est du très bon travail que tu fais ici. » Il s'est retourné lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne à chaque pas, et est retourné vers la vieille berline rouillée. Béatrice m'a regardé, des larmes coulant sur son visage profondément ridé, elle n'a pas demandé d'argent, elle n'a pas demandé à nouer une relation, se contentant de mimer avec ses lèvres les mots « Je t'aime », avant de monter sur le siège conducteur et de repartir, disparaissant complètement dans la circulation urbaine de fin d'après-midi. Je suis resté là près de la grille et j'ai regardé leurs feux arrière s'évanouir, ressentant un poids immense et incroyable se soulever de mon âme. Je ne les ai pas réinvités dans ma vie, je ne leur ai pas offert d'argent pour les aider avec leur loyer, et je n'ai pas accepté de dîner dominicaux gênants, je leur ai pardonné intérieurement pour pouvoir enfin tourner la page et trouver la paix. Mais j'ai gardé des limites de béton armé exactement là où elles devaient être, car parfois, la seule et unique façon de guérir véritablement d'une famille profondément toxique est de se retirer complètement et définitivement de leur poison. J'ai tourné le dos à la rue et je suis retourné à l'intérieur du centre, entouré de personnes incroyables qui me valorisaient sincèrement pour ce que j'étais exactement, et non pour ce que je pouvais leur acheter ou le statut que je pouvais leur apporter, j'avais enfin bâti mon propre héritage. Et il était entièrement, magnifiquement blindé. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et douloureuse dans le sable et vous éloigner des personnes toxiques qui étaient censées vous aimer le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.